Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous bien, toujours. Donc vous aviez des exercices à faire sur approche énergétique des mouvements. Donc on va corriger ces exercices. Surtout n'hésitez pas à poser des questions après ou pendant que vous regardez la vidéo pour voir s'il y a des soucis. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas. Alors on commence avec le numéro 12. Le numéro 12, on vous parle d'un pendule qui est constitué, donc je vais vous remontrer la vidéo, on l'a vu en TP, d'un solide de masse M fixé à l'extrémité d'une tige métallique de longueur petit l. Il est écarté de sa position d'équilibre, puis lâché sans vitesse initiale à la date t égale 0. Et ensuite, il oscille de part et d'autre de sa position d'équilibre. Donc on va regarder ce qui se passe. Grâce à un logiciel et un dispositif d'acquisition, on obtient les courbes correspondant à l'énergie. Il y en a 3, la courbe 1 violette, la courbe orange, la courbe numéro 2 et la courbe 3 rose ici. Alors les questions sont, quelles sont les différentes formes d'énergie que possède le solide? Attribuer une énergie à chacune des courbes ci-dessus, en justifiant bien sûr, et que peut-on dire des transferts énergétiques lors de ces oscillations? Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, on va reprendre la vidéo qu'on avait vue lors d'un TP. Donc voilà un pendule, donc un fil que là on ne voit pas bien sur la vidéo, un solide de masse M et la longueur ici, petit l. Ce pendule, là il est à l'arrêt, on le lâche à ce moment-là sans vitesse initiale, donc il n'a pas de vitesse et il va osciller, on va le voir après, il va osciller autour de sa position d'équilibre qui serait ici évidemment. Alors, on nous demande quelle forme d'énergie possède le pendule au cours de son mouvement. Ici, si par exemple, mon pendule au niveau de la position d'équilibre, il est ici, on va considérer que là, l'altitude est nulle. Donc, énergie potentielle de pesanteur égale à 0 par référence ici. Ici, on a donc une altitude plus importante. Donc, il existe une énergie potentielle de pesanteur qui vaudrait m, g et la hauteur par rapport à 0, la hauteur ici du pendule. Et deuxième forme d'énergie, ici il n'y a pas de vitesse puisqu'on va lâcher sans vitesse initiale, mais quand le pendule va osciller, il va évidemment acquérir une vitesse, donc on va avoir également une énergie cinétique, 1/2 de m fois la vitesse du pendule au carré. Et donc, il y aura quoi également comme forme d'énergie? L'énergie mécanique, donc la somme énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur. Ensuite, on nous demande quelle courbe et quelle courbe. Donc, on va aller regarder, mais à t égale 0, qu'est-ce qui se passe? On a une énergie potentielle, puisqu'on a on a une altitude, mais par contre, on lâche sans vitesse initiale. Donc, l'énergie cinétique est nulle. Ensuite, au cours du mouvement, le pendule acquiert une vitesse, donc l'énergie cinétique augmente, puisque ça va aller de plus en plus vite, et on voit que l'altitude diminue, donc l'énergie potentielle va diminuer. Et ensuite, c'est le contraire. On remonte, donc l'énergie cinétique va diminuer car la vitesse va diminuer. Au bout ici, l'énergie cinétique est nulle puisque la vitesse va s'annuler. Et l'énergie potentielle, elle, elle était à 0 et elle va augmenter ici. D'accord? Donc on va avoir conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique et énergie cinétique en énergie potentielle. Voilà. Au niveau de l'énergie mécanique, on regardera, c'est la somme évidemment des deux. Donc au niveau des transferts, on convertit de l'énergie potentielle en énergie cinétique et inversement. Alors juste au niveau de ce que ça nous donne, voilà, au niveau des oscillations. Alors on va retourner au niveau de ce qu'on a ici. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on avait de l'énergie potentielle de pesanteur, d'accord, qui était nulle, maximum à t égale 0. On a de l'énergie cinétique et on a de l'énergie mécanique qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ici, on regarde les courbes. On a la courbe violette qui est... on a ici la valeur de l'énergie qui est maximum. Donc là, ce sera quoi la courbe violette? C'est une courbe qui représente de l'énergie qui est max à t égale 0. Donc ça, ce sera l'énergie potentielle de pesanteur. Donc la courbe 1, énergie potentielle de pesanteur. La courbe 2, donc la courbe orange, où on a une énergie qui est nulle à t égale 0, c'est l'énergie cinétique, puisque on a à t égale 0, on lâche sans vitesse initiale, donc l'énergie cinétique est nulle.
Et alors la courbe, alors on voit évidemment que les deux courbes, violette et orange, sont complémentaires. Quand l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente et inversement. Et la dernière courbe, bah, c'est évidemment la somme des deux énergies, ce sera l'énergie mécanique. Alors qu'est-ce qu'on voit ici, hein? On a transfert d'énergie au cours des oscillations entre énergie mécanique, énergie cinétique et énergie potentielle. Et on voit que l'énergie mécanique ne fait que baisser, donc ne fait que diminuer. Alors pourquoi? Bah ça sous-entend qu'il y a des frottements. L'énergie mécanique ne se conserve pas à cause des frottements. Et un petit truc qui était pas demandé ici, mais si donc l'énergie mécanique était constante, on aurait cette valeur-là tout le temps. Or là, on a une perte à chaque fois. Et je vous rappelle à quoi est égale la perte énergétique à chaque fois. Alors c'est de la perte énergétique par chaleur, c'est-à-dire qu'on a de la chaleur qui est libérée vers le milieu extérieur. Et à quoi est égale cette chaleur, cette énergie thermique? Elle est égale, cette perte d'énergie mécanique, au travail des forces de frottement. Donc ça, c'est la perte d'énergie mécanique entre deux instants. Hein. Ça sera le travail des forces de frottement entre ces deux instants. Voilà pour ce premier exercice. Alors, on continue avec le numéro 15. Donc, on vous dit un véhicule de masse m égale 1000 kg est en mouvement sur une route horizontale et rectiligne à une vitesse de valeur 83,5 km/h. Sous l'action exclusive de son système de freinage, le véhicule s'arrête en 50 mètres, donc sur une distance de 50 mètres. Au départ, il avait cette vitesse-là et à la fin des 50 mètres, au bout des 50 mètres, il n'a plus de vitesse, donc il s'arrête. Donnez l'expression de la variation d'énergie mécanique pendant le freinage en fonction de M et de V. Alors déjà, avant toute chose, on va faire un petit schéma, donc une petite route rectiligne. C'est pas tout à fait rectiligne d'ailleurs. Hop, hop, je vais essayer de faire un petit peu mieux. Voilà. Sur cette route rectiligne, une voiture, d'accord? Et elle va aller du point A, donc je l'appelle A, au point B. Donc elle va finir par s'arrêter au point B. On nous dit que c'est au bout de 50 mètres, donc AB vaut 50 mètres. Avec 3 chiffres significatifs. Alors, donnez l'expression de la variation d'énergie mécanique pendant le freinage. Donc, ce sera sur la distance AB. Donc, on aura delta variation sur AB de l'énergie mécanique. Bah, par définition, c'est quoi? C'est l'énergie mécanique à la fin, donc énergie mécanique au point B, moins l'énergie mécanique au point A. Ensuite, il faut savoir ce que c'est que l'énergie mécanique ici. Alors l'énergie mécanique, ce sera quoi? C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors ici, on pourrait prendre comme origine des énergies potentielles, hein, comme référence des énergies potentielles, le niveau du sol. Hein. Là, on peut considérer qu'on a une énergie potentielle égale à 0 joule. D'accord? Donc pourquoi? Parce que là c'est pratique, on n'a pas de changement d'altitude puisque notre route est horizontale et rectiligne. Donc du coup, il n'y aura pas de variation d'énergie potentielle et surtout, elle sera nulle si on prend l'énergie potentielle égale à 0. Donc du coup, au niveau de l'énergie mécanique, l'énergie mécanique au point B, ce sera juste l'énergie cinétique puisque l'énergie potentielle de pesanteur sera nulle et l'énergie mécanique au point A, ce sera l'énergie cinétique au point A. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'énergie cinétique? Ça dépend de la vitesse. C'est 1/2 de m fois la vitesse au carré. Donc, ce qu'il nous faut, c'est les vitesses au point A et au point B. Alors ici, c'est quoi la vitesse au point A? C'est la vitesse V, puisqu'on nous dit la voiture roule à cette vitesse-là. Et elle commence à freiner au point A justement. Donc là, on a la vitesse V. Et au point B, là, elle s'arrête. Donc la vitesse est nulle. Donc du coup, ça nous donne quoi pour l'énergie cinétique? L'énergie cinétique au point B, ce sera 1/2 de m fois 0. Bon, je peux l'écrire hein, au carré. Hop, donc ça, ce sera nul. Moins l'énergie cinétique au point A, 1/2 de m fois V au carré. Donc, ça nous donnera 1/2 de m fois la vitesse au carré. Attention, n'oublie pas le moins. Hop.
moins 1/2 de m fois la vitesse au carré. Donc voilà la variation d'énergie mécanique sur le déplacement AB en fonction de m et de v. Donc on est bon, on a répondu à cette question-là. On nous demande ensuite de calculer la valeur de la force de freinage petit f, considérée constante et parallèle au déplacement pendant tout le freinage. Donc cette force de freinage, déjà on va la représenter sur le dessin. Comment elle va être cette force de freinage? C'est ce qui permet à la voiture de s'arrêter. Donc c'est une force de frottement, hein, d'accord? C'est une force qui est parallèle au déplacement, mais en sens inverse, puisqu'elle va entraîner l'arrêt de la voiture. Donc cette force de freinage, voilà comment elle est. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'ici, donc, on a des frottements. Donc, il y a une variation d'énergie mécanique. En plus, elle est là, hein, d'accord? À quoi va être égale cette variation d'énergie mécanique sur le déplacement AB? Elle va être égale au travail sur ce déplacement AB de la force de freinage. Puisqu'on nous dit que ce freinage est uniquement dû à son système de freinage. D'accord? Alors, juste une aparté, hein, une petite digression. Il y a évidemment d'autres forces qui s'appliquent ici, hein. Il y a la force motrice, il y a le poids et il y a la réaction du support. Évidemment, quand le véhicule va freiner, il n'y aura plus la force motrice, il y aura le poids, la réaction du support qui ne vont pas travailler toutes les deux et la force de freinage. Donc, comme le poids et la réaction du support ne travaillent pas et en plus se compensent, bon, c'est comme si on n'avait rien et on a cette force de freinage exclusive. Donc, la variation d'énergie mécanique est égale au travail de cette force de freinage, ou force de frottement aussi, hein, d'accord? Donc, il faut exprimer le travail de cette force sur le trajet AB. Alors, ce sera quoi? Par définition, on nous dit qu'elle est constante, en tout cas considérée comme constante. Donc, ce sera le produit scalaire de la force F fois le déplacement AB. Le déplacement AB, donc je vais encore changer de couleur, le déplacement AB, il va être là. D'accord? La force, elle est représentée ici. Donc, le produit scalaire, c'est quoi? C'est la valeur de la force fois la valeur du déplacement fois le cosinus de l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB. Cet angle, il est ici. Et comme pour les forces de frottement, cet angle vaut 180 degrés. D'accord? Et que vaut le cosinus de 180 degrés? Le cosinus de 180 degrés vaut moins 1. Donc, ça fait quoi au final pour FAB cos alpha? Ça fait FAB fois moins 1. Donc, c'est égal à moins F fois AB. Donc, ça, c'est le travail de la force de freinage. Et elle est égale, il est égal, ce travail, à delta EM sur AB. Et delta EM sur AB, c'est ça. D'accord? Donc, au final, on arrive à quoi? On arrive à moins 1/2 fois M fois V au carré. Et V, on nous le donne, hein, il est là. Égale moins valeur de F fois AB. Alors, ce qu'on cherche dans cette question, c'est la valeur de la force de freinage. Et on nous demande de la calculer et pas de donner l'expression. Donc, il va falloir donner l'expression et ensuite calculer cette force. Alors, ici, donc, on cherche F. Donc, on voit qu'il y a moins et moins. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le moins va évidemment s'en aller, hein. C'est comme si on avait plus et plus. D'accord? Et ça va nous donner quoi pour petit f? Ça va nous donner, on fait passer le AB de l'autre côté, 1/2 de m fois la vitesse au carré et le tout divisé par AB. Donc, voilà l'expression de la force, la valeur de la force de frottement. On connaît tout. On connaît la masse, c'est 1000 kg. On connaît la vitesse, c'est 83,5. Alors, il va falloir convertir cette vitesse pour faire le calcul en mètres par seconde. Et on connaît AB, puisque AB, c'est la distance sur laquelle on freine, c'est 50 mètres. Donc, ensuite, on peut faire l'application numérique assez facilement. Alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il va falloir mettre la vitesse en mètres par seconde. Et elle vaut 83,5 km par heure. Alors, comment on fait pour mettre ça en mètres par seconde? Déjà, on passe des kilomètres au mètre. 1 km, c'est 1000 mètres. Donc, pour passer des kilomètres au mètre, on multiplie par 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3. Et là, j'aurai des mètres.
par heure. Et ensuite, comment je fais pour passer au par seconde? Si en 1 heure, on parcourt 83,5 km, en 1 seconde, on va parcourir beaucoup moins. Combien de fois moins? 3600 fois moins. Pourquoi? Parce que dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Et 3600, c'est la même chose que 3,6 10 puissance 3. Et là, je passe en mètres par seconde. Et on s'aperçoit que le 10 puissance 3, on l'a en haut et en bas. Donc pour passer, on l'a déjà vu, mais pour passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, on divise par 3,6. Et on trouve ici une valeur de 23,2 mètres par seconde. Donc ça, il faut le faire au préalable pour ne pas se tromper dans l'application numérique. Alors ensuite, je ne vais pas poser l'application, parce que c'était ça juste le problème. Ça nous fait 1,5 fois la masse, c'est 1000 kg, donc la masse en kilos. V au carré, donc 23,2 mètres par seconde au carré, on ne l'oublie pas, divisé par 50, et on divise par 2. Et on trouve, donc vérifiez si vous trouvez ça, on trouve une valeur pour la force de freinage de 5,38 10 puissance 3 newton. Donc si je garde 3 chiffres significatifs, puisqu'on a 3 chiffres partout. Le 3,6, c'est en fait 3,601. Donc j'ai 4 chiffres significatifs. Donc voilà pour la valeur de la force de frottement. Alors, je vous montre la correction écrite un petit peu mieux. Hop, si vous voulez faire pause et regardez qu'il n'y a pas de problème. Alors, exercice suivant avec du golf. Donc, arrivé sur un green horizontal. Hop, un joueur de golf doit effectuer un putt de longueur L égale 6 mètres pour que sa balle aille dans le trou. Le joueur communique à la balle une vitesse initiale V0. La balle, assimilée à un point matériel, est alors animée d'un mouvement rectiligne. Et ça va être horizontal, puisqu'on est sur un green horizontal. Durant son mouvement, elle est soumise à une force de frottement constante de valeur 4 10 puissance moins 2 newton. Alors, c'est une approximation à la force de frottement constante, on en a déjà parlé, car la force de frottement dépend de la vitesse, et que là, la vitesse, elle n'est pas constante, puisqu'à la fin, évidemment, elle n'est pas constante sur le trajet. Alors, question. Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la balle et les représenter sur un schéma. Alors, on va déjà évidemment faire le schéma. Donc, voilà, j'ai toujours du mal avec tout ce qui est rectiligne. D'accord? Hop, donc ça, c'est le green rectiligne. On a ici la balle. Et la balle, elle va se déplacer d'un point, donc je vais appeler A, à un point B, ça va être le trou. D'accord? Le trou, il va être au niveau du point B. Donc, au niveau du mouvement de la balle, quelles sont les forces qui s'appliquent? Alors, on a évidemment le poids qui va s'appliquer et qui est vertical vers le bas. Ensuite, on va avoir la réaction du support. Donc, la réaction du support qui va être, attention, point d'application, un point de la surface entre la balle et la surface de contact entre la balle et le sol. Donc, vertical vers le haut, toujours aussi bien dessiné. Voilà. Et ensuite, on va avoir la force de frottement, évidemment. La force de frottement qui va s'appliquer. Hop, voilà. Pareil au niveau de la surface de contact, c'est pas très beau ici. Qui va être horizontale, opposée au mouvement. D'accord? On va l'avoir comme ça. Donc voilà au niveau des forces qui s'exercent et du schéma, évidemment, à faire à la règle, magnifiquement bien. Mais bon, avec la souris, j'ai quand même un peu de mal. Ensuite, donner l'expression du travail de chacune de ces forces au cours du mouvement. Alors, on a quoi comme force? On a dit le poids. Alors, travail du poids sur le déplacement AB, ça va être quoi? Le travail du poids, c'est P scalaire AB. Mais qu'est-ce qu'on voit? Bon, je peux l'écrire. C'est une force constante, P scalaire AB. Donc, la force scalaire le vecteur déplacement. Le vecteur déplacement, il est comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le poids, et ce sera la même chose pour la réaction du support, ce sont deux forces qui sont orthogonales au déplacement.
donc les deux vecteurs sont orthogonaux, donc on a un angle de 90 degrés. Et on a vu que quand on a un angle de 90 degrés, bah, le produit scalaire est nul. Alors oralement, hein, je peux dire que ce produit scalaire, c'est valeur de P fois valeur de AB, donc la distance AB, fois cos de l'angle entre les deux vecteurs. Et comme le cosinus de l'angle, c'est 90 degrés, le cosinus de 90 degrés vaut 0. Donc le produit scalaire, attention, ce n'est pas un vecteur, hein, c'est un nombre, égale 0 pour le poids. Et ce sera la même chose pour les mêmes raisons pour la réaction du support. Elle est orthogonale au vecteur déplacement AB. On a aussi un angle de 90 degrés. Donc, R fois AB fois cos de 90 degrés, ça fera 0. Il nous reste le travail sur AB de la force de frottement. Alors, ce travail, c'est F scalaire AB. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, je développe. Ça fait F scalaire AB. C'est de pire en pire avec la souris, fois cosinus de l'angle entre F et AB. Et le cosinus de l'angle, bah, c'est cosinus de cet angle-là, qui vaut toujours, pour une force de frottement, 180 degrés. Donc, cos de 180 degrés, ça vaut moins 1. Donc, le travail de la force de frottement sur le déplacement AB sera égal à moins F fois AB. Donc, voilà pour les travaux des forces. On continue. Donc, on a fait cette question et celle-ci. L'énergie mécanique de la balle se conserve-t-elle au cours du mouvement? Alors, la réponse, évidemment, est non. Pourquoi? Bah parce qu'on a des frottements, donc des forces non conservatives. Donc, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Mais, du coup, qu'est-ce qu'on sait? Bah, on sait que la variation d'énergie mécanique sur le déplacement AB va être égale, alors va pas se conserver, donc ça va pas se conserver l'énergie mécanique, donc cette variation ne va pas être nulle, elle va être égale au travail des forces non conservatives sur le déplacement AB. Et c'est qui les forces non conservatives? Bah, c'est les forces de frottement ici, puisque P et R ne travaillent pas. Et donc de toute façon, ça ne va pas intervenir. Et P et R sont des forces conservatives ici, puisqu'elles ne travaillent pas. Donc, ça sera égal à ça. Donc, il faut retenir ça pour peut-être la question suivante. La dernière question, quelle doit être la valeur de V0? Donc, V0, c'est la valeur, alors je vais la rajouter, de la vitesse de la balle à t égale 0, donc au point A. Voilà. Là, on a V0. Et on a quoi comme vitesse? Bah, au point B, bah, évidemment, on aura 0 mètres par seconde. Hein. C'est à la fin du trajet, ça tombe dans le trou, la balle s'arrête. Donc, on veut la valeur de V0, nous, pour que la balle atteigne le trou avec une vitesse de valeur nulle. Alors, on va se servir évidemment du fait que la variation d'énergie mécanique égale le travail des forces de frottement. Pourquoi? Parce que là, on connaît la valeur des forces de frottement, on connaît la distance AB. Hein. La distance AB, elle vaut petit l. Donc on connaît AB, on connaît la valeur des forces de frottement, on connaît également la masse de la balle. Donc on va essayer de voir si on peut s'en sortir avec variation d'énergie mécanique égale travail de la force F. Alors, variation d'énergie mécanique, c'est quoi? Bah, c'est l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A. Et ce sera égal au travail de la force de frottement. Alors, c'est quoi l'énergie mécanique au point B? C'est l'énergie cinétique au point B, mais là, comme la vitesse est nulle, bah, ça sera 0, plus l'énergie potentielle au point B. Mais alors là, on va être astucieux. Si on a un axe OZ comme ça et qu'ici, on décide que l'horizontale est à 0 et qu'on décide que c'est à cette altitude-là que l'énergie potentielle est nulle, on n'aura pas d'énergie potentielle au niveau du mouvement. Donc, ça signifie qu'au point B, il n'y a ni énergie cinétique, ni énergie potentielle. Donc, on aura comme énergie mécanique 0. Moins énergie mécanique au point A. Au point A, on a une vitesse V0, donc une énergie cinétique qui vaut 1 demi de m fois V0 au carré. Plus énergie potentielle de pesanteur au point A, bah, c'est nul, donc plus rien du tout. Donc, on a ça. Donc, ça veut dire qu'au final, la variation d'énergie mécanique, c'est moins 1 demi de m fois V0 au carré. D'accord?
Et ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal au travail de la force de frottement. Et le travail de la force de frottement est égal à quoi? À moins F AB. Donc, au final, on arrive à moins 1/2. Ça doit peut-être vous rappeler quelque chose. MV0 carré égale à moins F AB. Alors, AB, je vais le remplacer parce que AB, c'est la même chose que petit l. Et c'est petit l qu'on connaît, donc ce sera AB fois petit l. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Moins et moins, le moins s'en va. Hein. Hop, d'accord. Et il nous reste, alors ce qu'on cherche, attention, on ne perd pas de vue, on cherche V0. Donc je vais sortir le V0. Donc déjà, je peux le faire par étapes et sortir, et isoler V0 carré. Pour cela, je multiplie par 2. Donc ça fait 2F fois petit l. Et je divise par M. Divisé par M. Et donc, au final, ça me fait V0 égale racine carrée de tout ça. Donc, de 2 fois la valeur de F fois la valeur de petit l sur la masse. Et voilà l'expression de V0. Alors ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer par les valeurs. Donc, ça nous fait V0 égale la racine carrée. Et donc, vous remplacez par les valeurs. Là, il n'y a pas de conversion particulière. On a 4 puissance moins 2 newtons pour 4,0 fois 10 puissance moins 2 pour la valeur de la force de frottement. On a 6 mètres pour petit l. Et pour la masse, on a 45 grammes. Alors oui, si, j'ai été trop vite. 45 grammes. En physique, les masses, on les met en kilogrammes. Donc, c'est peut-être une erreur que vous avez commise. Donc, il faut forcément mettre en kilos. Et 1 gramme, c'est 1000 fois plus petit qu'un kilogramme. Donc, c'est 10-3 kilogrammes. Donc, 45 grammes, c'est 45 10-3 kilos. Et si vous faites correctement ça sur votre calculatrice, on trouve une valeur pour la vitesse en gardant 2 chiffres significatifs à cause du 6 ici et du 4,0 de 3,3 mètres par seconde. Et voilà pour la vitesse de la balle de golf au niveau du point A, donc au départ du putt, une fois qu'elle a quitté évidemment le club de golf. Ok. Donc au niveau de la correction en un peu mieux, la voici, un peu mieux rédigée, mais il n'y a pas tout qui est expliqué, donc il fallait forcément l'explication. Voilà, voilà. Alors, on continue avec le numéro 24. Donc, on va parler de tennis. On vous dit, lors d'un match de tennis, un joueur placé en haut effectue un service. Il lance la balle verticalement et la frappe avec sa raquette en un point A, que vous avez ici, situé à la verticale de haut, à la hauteur H égale 2,20 m au-dessus du sol. Donc, juste, j'y vais directement. Donc, ça veut dire que cette hauteur-là, c'est grand H. Et ça fait 2,20 m. Ensuite, la balle part de A avec une vitesse de valeur V0 égale 126 km/h. Donc, elle est représentée ici par le vecteur V0 que vous avez, horizontal, donc comme sur le schéma. Il faudra peut-être convertir un V0 en mètres par seconde si nécessaire. Ensuite, la balle a une masse M de 58 grammes et considérée ponctuelle. Et on fait l'hypothèse très importante que l'action de l'air sur la balle est négligée par rapport aux autres actions. Alors on y va. À quelle force la balle est-elle soumise entre l'instant où elle quitte la raquette et l'instant où elle touche le sol? Donc le système, c'est la balle, le référentiel terrestre. Et quelle est la force qui s'applique? Ici, c'est le poids, évidemment. Donc vous avez uniquement le poids de la balle qui s'applique ici. Il y a évidemment la raquette, c'est au point A, la raquette touche encore la balle. En partant du point A, il n'y a plus la raquette évidemment qui agit. Et donc nous n'avons que le poids qui s'applique puisque l'action de l'air est négligée. Cette force ici, est-elle conservative? Alors, conservative, ça veut dire quoi? Une force est dite conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi. Et ça, vous pouvez l'admettre puisqu'on l'a vu, le poids, son travail ne dépend pas du chemin suivi puisque le travail du poids, par exemple sur AB, va dépendre de la différence d'altitude entre A et B. Donc, ce sera YA moins YB, la différence d'altitude qui va jouer sur le travail du poids et donc pas le chemin suivi. On peut aller de A à B comme ça, en faisant n'importe quoi,
tant qu'on a le point A comme point de départ, le point B comme point d'arrivée, le travail du poids sera le même. Donc, ça entraîne qu'on dit que le poids, donc cette force, est une force conservative. Ensuite, donner les expressions de l'énergie mécanique de la balle au point A et au point B en fonction de tout ça. Donc de petit m, de petit g, de V0, de VB et de H. Alors on y va. Il nous faut l'énergie mécanique au point A. Donc l'énergie mécanique au point A, donc par définition, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie mécanique au point A, ce sera la somme de ces deux énergies-là. Donc ensuite, on développe évidemment. L'énergie cinétique au point A, c'est 1/2 de m, la masse de la balle, fois la vitesse au point A au carré. Et la vitesse au point A, c'est V0. Donc on a 1/2 de m fois V0 au carré, plus l'énergie potentielle au point A. Alors, si on prend, et ça a l'air assez judicieux, de prendre comme référence pour l'énergie potentielle qu'elle vaut 0 joule au niveau du 0 et de l'horizontale ici, donc de l'axe OX, on aura pour EPPA comme énergie potentielle de pesanteur M, G fois YA, et on est à combien là? On est à grand H. Voilà pour l'énergie mécanique au point A. Et on a bien M, on a bien G, on a bien V0 et on a bien grand H. Ensuite, pour l'énergie mécanique au point B. Donc on fait pareil, c'est l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. Je développe directement, c'est 1/2 de la masse de la balle fois la vitesse au point B au carré. Donc on ne sait pas la vitesse au point B, justement, on nous demande de l'exprimer ici. Donc VB, on ne sait pas combien ça vaut, donc 1/2 de mVB carré, plus l'énergie potentielle au point B. Et ici, si on a pris comme référence qu'au niveau de l'horizontale, ici au niveau du point O, on a une énergie potentielle nulle, il y aura une énergie potentielle nulle pour B. Donc du coup, on a juste 1/2 de mVB carré. Donc voilà pour cette question-là. Quelle relation existe-t-il entre ces deux énergies? Alors, on sait que l'action de l'air sur la balle est négligée par rapport aux autres actions. Donc ça voudrait dire qu'on néglige les frottements. Donc on néglige les frottements avec l'air. Donc, ça veut dire qu'on n'a que des forces conservatives, une force en l'occurrence qui s'exerce P. Donc, on va pouvoir en déduire que l'énergie mécanique se conserve. Et l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire que c'est une constante. Donc, ça entraîne que la variation d'énergie mécanique sur un déplacement, en l'occurrence ici AB, ce sera égal à 0 puisque l'énergie mécanique est une constante. Donc, ça entraînera que l'énergie mécanique du point B égale l'énergie mécanique du point A. Donc, ça va entraîner que 1/2 de m VB carré, entraîner que 1/2 de m VB au carré sera égal à l'énergie mécanique de A, c'est-à-dire 1/2 de m V0 au carré plus MGH. Voilà. Donc oui, alors on nous disait quelle relation existe entre ces deux énergies? L'énergie mécanique est constante, d'accord? Donc ça entraîne ça, je commence en fait à répondre à cette question-là. Montrer que l'expression de la valeur de la vitesse VB, donc c'est ça qu'on cherche, vaut ça. Donc c'est l'expression pour l'instant qu'on cherche. Donc voilà ce qu'on va évidemment appliquer. Alors qu'est-ce que ça nous donne ici de ce côté-là? Je vais tout réécrire. Donc 1/2 de m fois VB au carré égale, je peux mettre en facteur la masse. C'est facteur de 1/2 de V0 au carré plus G fois grand H. Alors qu'est-ce qui se passe évidemment? On voit que le m apparaît des deux côtés, d'accord, multiplié, donc on peut l'enlever. Donc ce qui nous reste, c'est quoi? C'est 1/2 de VB carré égale 1/2 de V0 carré plus GH. Donc ça entraîne que VB carré égale, je multiplie par 2. Donc ça fait 2 facteurs de tout ça. Donc de 1/2 de V0 carré
plus GH. Qu'est-ce qui se passe? Si je développe 2 fois 1/2, ça s'en va. Donc, il me reste V0 carré plus 2 fois GH. G grand H. D'accord? Et donc, ça entraîne que VB. Donc, je prends la racine. C'est racine carrée de V0 carré plus 2G grand H. Est-ce que c'est bien ce qu'il fallait trouver? Eh bien oui. Donc, on arrive à cette expression-là. Voilà. Donc, à partir de là, on vous demande de calculer cette valeur. Donc, on va tout remplacer, si ce n'est qu'il faut faire attention. Donc, on connaît H. H qui vaut 2,20 m. Donc, il n'y a rien à faire. On connaît G, évidemment, 9,81. Et le V0, attention, à mettre en mètres par seconde, ici. Et notre V0 vaut 126 km/h. Alors, pour mettre en mètres par seconde, on l'a déjà rappelé dans les autres exercices, on divise par 3,6. Et on obtient une vitesse en mètres par seconde qui vaut 35,0 mètres par seconde. Donc, je fais le calcul, je remplace. Et si vous faites le calcul et que vous remplacez, vous devez trouver une vitesse VB de 35,6 mètres par seconde. Alors, on peut convertir en kilomètres par heure. Alors, pourquoi? Parce que dans la dernière question, on vous dit qu'on mesure en réalité une vitesse en B qui vaut 120 km/h. Donc, il faudrait pouvoir comparer. Donc, comment on fait pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure? C'est le contraire de ce qu'on a fait juste avant. Il faut multiplier par 3,6 parce que si en une seconde, on parcourt 35,6 mètres, en une heure, on va parcourir 3600 fois plus. Donc, on multiplie par 3600. Et pour passer des mètres au kilomètre, faut diviser par 1000. Donc, on multiplie par 3600 et on divise par 1000. Ça revient à multiplier par 3,6. Et donc, on doit trouver une vitesse en kilomètres par heure de 128 km/h. Donc ça, c'est la valeur théorique en faisant tout ce qu'on a fait là, en considérant que les frottements sont négligés. En vrai, la vraie vitesse qui a été mesurée est de 120 km/h, donc elle est moins importante. Eh bien oui, pourquoi elle est moins importante? Ça veut juste simplement dire en fait que les frottements en fait ne sont pas à négliger, ils existent et on perd quand même 8 km/h de vitesse. Donc là, les frottements, il y en a, on ne peut pas les négliger, puisque la valeur trouvée en théorie sans en tenir compte de ces frottements est supérieure à la valeur qu'on trouve expérimentalement.